Salut à toutes et à tous, c'est Gaspard de Débattons et bienvenue dans un nouvel épisode de Dis les termes. État d'urgence, reconnaissance faciale, inéligibilité, violence policière, désobéissance civile, autant de sujets qui font débat, mais qui ne peuvent être saisis qu'avec la compréhension précise d'une notion fondamentale, l'état de droit. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce que veut dire ce terme entendu ici et là et juger de son importance dans nos existences. Mais avant ça, il faut revenir un peu en arrière. C'est en Angleterre que l'idée d'état de droit fait sa première apparition, au Moyen Âge. En 1215, alors que le roi Jean sans Terre viole plusieurs lois et coutumes nationales, la noblesse le contraint à signer une charte, la Magna Carta. Celle-ci impose pour la première fois au roi de respecter la loi, surtout en matière de justice. Le pouvoir, et celui qui le détient, ne peut plus faire n'importe quoi. Mais, au fil des siècles, les principes de cette charte sont de plus en plus bafoués. Alors, en 1689, à la suite de la glorieuse révolution qui établit une monarchie parlementaire en Angleterre, le Parlement instaure la Bill of Rights, qui instaure l'idée que les lois établies et connues du peuple doivent lier quiconque détient un pouvoir. En France, cette idée de loi qui tient l'État apparaît avec Montesquieu et sa fameuse formule du pouvoir qui tient le pouvoir. Sans parler d'état de droit en tant que tel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 reprennent ces principes d'égalité devant la loi, de la légalité des actions de l'État, de la séparation des pouvoirs et du respect des droits fondamentaux. Enfin, c'est au XIXe siècle que le terme d'état de droit fait son apparition formelle, en Allemagne plus précisément, avec le Rechtsstaat. Pour définir ce concept d'état de droit, rien de plus simple. Il consiste en l'existence cumulative de trois conditions essentielles. Le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité devant le droit et l'indépendance de la justice. Vous me voyez venir, pour définir l'état de droit, nous allons voir ensemble ce que signifient ces trois notions fondatrices. C'est le juriste austro-hongrois Hans Kelsen qui, au début du XXe siècle, parle de l'état de droit comme d'un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Il fait ici apparaître la première composante de l'état de droit, le respect de la hiérarchie des normes. Celle-ci impose dans un premier temps que chacune des normes soit écrite, précisément définie. Ensuite, que ces mêmes normes expliquent clairement les compétences des différents organes de l'État. Enfin, ces normes s'inscrivent dans une hiérarchie juridique que l'on visualisera comme une pyramide. C'est la fameuse pyramide de Kelsen. Chaque norme est soumise aux dispositions des normes qui lui sont supérieures et ne peut ainsi les méconnaître. La deuxième composante essentielle de l'état de droit, c'est l'égalité des sujets de droit. Ainsi, tout individu, donc autant un citoyen qu'un étranger, toute organisation, donc autant une entreprise qu'une association, sont égaux devant la loi. Ils disposent tous de la personnalité juridique et peuvent ainsi contester l'application d'une norme juridique. Dans un état de droit, l'État est lui-même une personne morale, et donc un sujet de droit qui doit se soumettre aux normes juridiques. Enfin, la dernière composante essentielle de l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Et par là, la séparation des pouvoirs. Toutes les juridictions doivent être rendues indépendantes des pouvoirs législatifs et exécutifs pour éviter toute forme de pression, de corruption et bannir tout risque de concentration des pouvoirs dans nos sociétés, car c'est cette concentration qui permet aux despotes d'exister. Quand Bruno Retailleau, au moment d'accéder au pouvoir exécutif de l'État français, déclare que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, il laisse entendre qu'on pourrait y déroger selon les circonstances et notamment en cas d'accord par la majorité de la population d'y déroger. Eh bien, quand Bruno Retailleau dit que l'état de droit n'est pas intangible, il a un peu raison. L'état de droit, il évolue avec le droit, et en ce sens, il n'est pas intangible. Mais ça ne signifie en aucun cas qu'il peut être négligé ou ne serait-ce que contesté, car il est le seul qui garantit que la puissance publique puisse être encadrée et que nos libertés les plus fondamentales soient respectées. On peut faire évoluer l'état de droit, mais jamais s'en affranchir sans compromettre l'équilibre démocratique. Car quand il n'y a pas d'état de droit, quand les lois ne s'imposent plus à celles et ceux qui gouvernent et que les libertés ne sont plus garanties par des juges indépendants,
c'est souvent là que bascule un régime démocratique vers un régime autoritaire. C'est à ce moment-là, comme dans la Russie de Poutine, que les opposants peuvent être enfermés, voire exécutés. C'est à ce moment-là, comme dans l'Italie de Mussolini, que les minorités peuvent être abattues car minoritaires. C'est à ce moment-là, comme dans la Chine de Jinping, que les médias et la justice peuvent se soumettre aux consignes exclusives du gouvernement. Et ce n'est pas parce que la majorité veut se passer de l'état de droit qu'elle pourrait le faire, car sinon, l'on bascule alors dans la tyrannie de la majorité. Un moment de bascule que nos sociétés ont bien connu, au sacrifice de millions de juifs, d'homosexuels, d'handicapés et de tziganes. Voilà pour cette clarification sur ce socle collectif, garant de nos libertés, et qui revient pas à pas dans nos débats publics au même rythme de l'ouverture de la fenêtre d'Overton. Et avec des bâtons, on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouveaux événements. À bientôt.